Entre deux coups de départ sur son terrain de golf en Écosse, le Donald a conclu une entente dite historique entre les États-Unis et l'Union européenne. Une entente qui commence à être décriée par plusieurs pays. Bonjour Luc. Oui, bonjour Alexandre. Alors, quel est ton regard sur cette entente-là? Est-ce que c'est réellement un bon deal ou l'Union européenne s'est mise à plat ventre face aux États-Unis? Bien difficile de trancher parce que, à mon avis, les jugements sont un peu prématurés au sens où on a très peu. C'est le cas des dernières ententes conclues par Donald Trump avec divers partenaires. On a peu de renseignements sur les détails, sur la mécanique. Donc, je réserve mon jugement final ou un jugement plus éclairé quand on aura plus de détails. Mais effectivement, dès le départ, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que Donald Trump séjourne sur ses terrains de golf. Il est là à en vanter les mérites et une rencontre pour une entente aussi importante que ça ne se déroule pas, en guillemets, dans un terrain neutre ou ailleurs dans l'Union européenne, Elle tant est au qu'à faire clubhouse. traverser le président. Elle est au clubhouse. Donc, en fait, Mme von der Leyen lui a fait une fleur. On sait que Donald Trump, ça semble être la stratégie de plusieurs meneurs. M. Carney, ici, a fait un peu la même chose. C'est qu'on prend le temps de lui faire des compliments, on prend le temps de le flatter, de lui offrir quelque chose qui le met en évidence. Et cette fois-là, ça donnait en tout cas cette impression, quand Mme von der Leyen a fait ça, que c'est Donald Trump qui triomphait dans ce dossier-là. Il faut savoir que dans les deux cas, que ce soit l'Union européenne ou que ce soit les États-Unis, on avait besoin de cette entente-là. Donc, j'ai envie de te dire, mon premier jugement sur cette entente-là, c'est mieux vaut une entente que pas d'entente du tout. Mais les réactions, c'est très, très, très diversifié comme réaction. C'est pas tout le monde qui est emballé. Pour l'Union européenne, moi, j'ai relevé, par exemple, quelque chose de très important, et c'est une perspective qu'on a moins de notre côté de l'Atlantique. Quand on regarde les pays européens qui s'approvisionnaient en pétrole, par exemple, ou en gaz auprès de la Russie, ben, le conflit avec l'Ukraine, ça a refroidi les ardeurs de bien des gens. Puis c'est les Russes qui contrôlent le robinet. Ça va permettre aux Européens de s'approvisionner aux États-Unis, de pallier à une partie de la perte due aux relations qui sont très tendues avec la Russie. Pour M. Trump, pour le président Trump, c'est une très grosse semaine cette semaine. Il avait besoin, lui aussi, de cette entente-là. D'abord, on va avoir des chiffres cette semaine sur les performances de l'économie américaine. Ça peut être l'inflation, ça peut être la création d'emplois, par exemple. Donc, il va avoir comme un bulletin pour l'administration Trump. Donc, c'est important d'offrir quelque chose. Et de l'autre, ben, on approche de la date d'échéance. C'est pas une date d'échéance légale. Quand on regarde les ententes déjà signées, comme avec le Canada, il n'y a rien qui nous oblige à respecter la date du 1er août. Mais comme M. Trump ne respecte aucun des traités, même ceux qu'il a signés, puis qu'on a un peu joué le jeu en trichant de notre côté aussi, bien là, le 1er août est devenu pour tout le monde très important, mais au premier chef pour Donald Trump. Il n'y en a pas tant que ça des ententes signées. Donc, s'entendre avec le bloc de l'Union européenne, ça m'apparaissait primordial. Et même quand Mme von der Leyen s'est approchée de Trump, on avait comme un 50-50 en termes de probabilité. Ça va passer ou ça va casser. Et ça a fini par passer. Donc, je comprends la timidité de certaines réactions, mais dans les deux cas, les enjeux étaient tellement grands qu'on préférait, on s'entend là-dessus, plutôt que de repartir chacun de notre côté avec notre petit bonheur. Oui, je vous rappelle que pour ce qui est du Canada, c'est 35 de tarifs qui nous Ouais, pendent au bout du nez à compter du 1er août effectivement. prochain. Bon, un éditorial du Washington Post favorable à l'administration Trump à propos Hein? de l'intelligence artificielle. Voilà, donc on le sait, le Washington Post, même sous un propriétaire, M. Bezos, qui a fait un petit peu de ménage et réorienté des positions, c'est un journal qui est demeuré quand même généralement plus progressiste. M. Bezos s'est assuré, lui, que on n'allait pas toujours frapper du même côté, puis ça a fait jaser parce que frapper du mal. On le fait avec raison aussi. Là. Il y avait des arguments, puis il y avait des données, des références. Toujours est-il que hier, j'ai trouvé intéressant qu'on souligne les efforts de Donald Trump pour l'intelligence artificielle. Quand je dis on souligne les efforts, il n'y a personne qui a écrit dans ce texte-là une position éditoriale. C'est parfait, puis on appuie Trump à 100%. Mais ce qu'on reconnaît comme mérite à l'administration Trump, c'est autant dans la façon dont on a joué avec certaines réglementations que dans les budgets qu'on compte investir. Enfin, ça, c'est mon terme, mais c'est ce qui se dégageait, je pense, de la lecture du texte.
enfin quelqu'un a décidé d'écraser le champignon, hein, c'est-à-dire d'accélérer dans le dossier de l'intelligence artificielle. Nous, quand on y pense souvent, entre guillemets, à notre, dans une perspective plus individuelle ou personnelle, on se dit, ben, l'IA ou l'intelligence artificielle, ça va être des emplois, c'est des rapports sociaux, ça va très vite. Dans l'éditorial, ce qu'on souligne, c'est que c'est aussi l'équivalent d'une nouvelle guerre froide ou littéralement d'une guerre. On rappelait dans l'article que, du moins d'après la position éditoriale, on ne se souvient pas d'un affrontement ou d'une course technologique aussi technique ou technologique aussi importante depuis la recherche pour l'arme nucléaire. Donc, quand on avait dit, ah, ben, il faut devancer l'Allemagne ou il faut devancer Hitler, donc on ne se rappelle pas d'un effort aussi important que ça. Maintenant, il y a de très, très, très nombreuses variables. Je n'en ai souligné que quelques-unes, mais il y a très, très nombreuses variables qu'il faut souligner. Et parmi les inquiétudes aussi qu'il y a dans le texte, c'est la façon dont est menée la guerre pour l'intelligence artificielle. Ça a été un leadership américain au départ, mais maintenant la Chine fait des progrès puis offre des alternatives qui sont drôlement intéressantes. Et à un moment donné, l'intelligence artificielle, on lui a reconnu des biais, hein, c'est-à-dire que entre autres en termes d'information, tout ce qui nous parvient finit par avoir un peu une saveur du régime chinois ou encore américain. Et les auteurs du texte semblent nous diriger vers, ben, on préfère finalement une domination américaine qu'une domination chinoise. Mais même là, la question se pose. Si l'administration Trump va vers un régime plus autoritaire, ce que je crois personnellement qu'on est en train de vivre, ce qu'est en train de faire l'actuelle administration, est-ce qu'on a autant envie que ça, comme Canadiens, comme Québécois, d'être pris dans cette domination sauce américaine, mais influencé par un régime qui ne va pas dans le sens où les Canadiens et les Québécois veulent aller habituellement. Ben, puis Mais regarde donc, ce qui est on arrivé, souligne. Luc. Regarde ce qui est arrivé avec Ouais, Grok. L'intelligence voilà. artificielle sur X. Je veux dire, c'était une vraie farce, là. Moi, je suis pas contre l'intelligence C'est. artificielle. Je m'en sers même de plus en plus. Des Ouais, fois, ça peut accélérer certains aspects de tout à notre fait. travail pour parfois synthétiser ou quoi que ce soit. Mais il faut être vigilant, là. Il faut se servir encore de Voilà. notre intelligence humaine. Voilà, et l'article soulignait ça, c'est-à-dire que pendant qu'on nourrit cette Ouais. guerre, et je pense qu'il faut la remporter, cette guerre-là, mais il y a quand même tout le reste qui est problématique. J'ai enseigné pendant une trentaine d'années, l'intelligence artificielle, le potentiel me fascinait comme prof. En même temps, c'est pas impossible que le prof soit remplacé éventuellement par ça, ou en tout cas que le prof doive en faire un usage abondant, important. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc, dans le traitement de l'information, moi, ça, c'est primordial. Puis l'autre chose, on l'a dit, c'est jusqu'où on va avec l'IA, puis comment l'encadre-t-on? Comment va-t-on gérer une nouvelle économie avec l'IA au cœur comme moteur? Que va-t-il y avoir comme retombée au plan social? Ce sont, je pense, les défis énormes qui nous attendent, comme je pense que l'article est intéressant à ce chapitre-là, comme le nucléaire. L'arme nucléaire a été tout un débat au plan scientifique absolument fascinant. Dans ses retombées, sa gestion, on le voit encore à l'échelle planétaire, un potentiel qui est vraiment troublant et inquiétant. Bon, mine de rien, je regarde le calendrier, Luc, là, puis il reste à peu près un petit peu moins que 3 ans et demi à la présidence de Donald Trump. Ça, c'est s'il ne s'accroche pas là, à la poignée de porte de la Ouais, Maison-Blanche là, dans 3 ans et demi. Alors, projetons-nous un peu vers l'avenir, projetons-nous un peu ouais. vers 2028. Qui pourrait être potentiellement candidat? Est-ce qu'on aura droit à une lutte entre J.D. Vance et un autre gros canon de son administration, Marco Rubio? Voilà, en tout cas, c'est le réflexe qu'a eu Fox News, qui a été d'interroger puis de pousser un petit peu Marco Rubio. Marco Rubio, c'est un ancien sénateur en Floride, et Marco Rubio, c'est un ancien candidat à la présidence. Il a fait suffisamment de contorsions pour se joindre à Donald Trump pour se dire il n'a pas freiné ses ambitions. Il rêve toujours d'accéder à la plus haute marche du podium. Et ça, je ne le dis pas en critique. Il faut être particulièrement ambitieux quand on arrive à ces échelons-là. Mais ce serait étonnant, comme il a dit. Sa réponse était non, non, et J.D. Vance est un ami. Ce serait étonnant que Marco Rubio ne vise pas éventuellement la présidence. Mais là, ça le met vraiment en compétition avec un très, très gros canon qui est J.D. Vance. J.D. Vance, dont on a nourri la carrière politique richement. Je lisais en fin de semaine que Peter Thiel, qui est un de ces géants des technologies, a mis des millions et des millions de dollars derrière J.D. Vance pour le faire élire.
dans son État d'abord, puis ensuite pour le pousser jusqu'à la vice-présidence. Et M. Thiel, qui a lui aussi les poches très, très profondes, rêverait de voir en son candidat accéder à la présidence. Donc, ça risque d'être une lutte de géants, littéralement, parce que Marco Rubio, peu importe ce qu'on peut en penser, nous, au plan personnel, dans nos analyses, il se démarque comme secrétaire d'État. C'est-à-dire que c'est très rare que Donald Trump appuie presque sans réserve en un de ses ministres. Il a critiqué à peu près tout le monde. Souvent, il est très nuancé. Marco Rubio, c'était un adversaire farouche. Et là, M. Trump répète souvent qu'il fait un bon travail. Alors, est-ce qu'on aura cette guerre interne? Ça arrive, les démocrates ont vécu ça aussi. Pour le prochain candidat à la présidence, M. Trump, pas impossible qu'il s'accroche, comme tu l'as dit, à la porte. Il l'a déjà fait une fois. Mais normalement, il part. Donc, c'est certain quand on va approcher, quand on aura franchi le cap des élections de mi-mandat, Donald Trump devient officiellement ce qu'on appelle un lame duck, un canard boiteux, et on devrait voir remonter les candidatures pour lui succéder. Et les deux noms dont on vient de parler, on va en reparler à ce moment-là, je suis à peu près convaincu. C'est clair. Merci beaucoup, Luc. Salut. Une bonne journée, Alexandre.